Fondamentale de la couronne, constitution de la royauté française. 43, en 1000 ans firent la France. Cette formule qui est connue nous dit rapidement l'histoire de la royauté qui a effectivement regroupé la France, pays finalement au début assez hétérogène, rien ne prédisposait, sauf l'intelligence des rois de France et l'habitant de Strasbourg et l'habitant de Brest ou l'habitant de Lille et l'habitant de Perpignan à être dans le même pays. Pour nous maintenant l'hexagone est familier, mais en réalité c'est bien une construction qui a été faite par l'action des rois. Ce résultat n'a été obtenu que parce que la royauté s'est avérée une institution solide et efficace. Et c'est son organisation institutionnelle qui a permis cette solidité. Pour la plupart des gens, une royauté, c'est automatiquement un système héréditaire. Et ça n'est pas du tout vrai. En réalité, il y a... toutes les monarchies ne sont pas héréditaires, à commencer par exemple par le pape, qui est un souverain et qui est élu. De toute façon, les monarchies sont différentes les unes des autres. Dans certains cas, les femmes règnent, dans d'autres cas, les femmes ne règnent pas. Dans certains cas, les souverains peuvent abdiquer, dans d'autres, ils n'abdiquent pas. Il y a également des rôles d'autres organismes, comme les parlements, qui ont un rôle plus ou moins important. Puis, par exemple, le roi des Belges est un roi, mais il n'est pas un souverain. Il y a des monarchies, des modalités très différentes. Alors, ce que nous voulons voir, nous allons étudier la construction historique de la France et voir comment des règles de succession ont régi la royauté française. Et je vais citer Charles Maurras qui a très bien compris, avec son idée d'empirisme organisateur, comment les rois, aidés par leurs juristes, par les légistes, ont su utiliser les circonstances. Car finalement, la France a été faite en fonction des circonstances. Nous verrons un certain nombre de crises au cours desquelles on a dégagé des règles. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une constitution comme la constitution de la Ve République, où on essaye d'ailleurs vainement de tout prévoir à l'avance, là nous avons au fur et à mesure des règles qui sont posées. Alors, on a abouti à une véritable organisation institutionnelle, à des règles très précises et qui sont considérées comme contraignantes, nous aurons bien le cas de le voir sous Louis XIV et Louis XV, qu'on appelle les lois fondamentales. Ces lois fondamentales, ou les lois du royaume, on appelle ce terme date du XVIe siècle, mais on oppose les lois fondamentales, le roi du royaume, aux lois du roi, qui sont les lois que chaque roi qui peuvent être changées par les suivants. Les lois fondamentales, une fois posées, en principe, sont intangibles. Et on a dit que c'était une véritable constitution. Alors la chose a été discutée. Bien sûr, par exemple, les révolutionnaires de 89 ont dit dans l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, mais la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. Donc pour eux, il fallait la garantie des droits ou la séparation des pouvoirs, ou enfin les deux d'ailleurs, pour qu'il y ait constitution. C'est pour ça que les constituants ont prétendu eux-mêmes créer une constitution. Mais en réalité, il y a une constitution avant eux, et cette vision qu'ils ont d'une constitution qui serait réduite à des déclarations de droits et de la séparation des pouvoirs fausse les choses. Nombre de juristes constitutionnalistes et nombre d'historiens du droit ont effectivement considéré que les lois fondamentales étaient bien la constitution de l'ancienne France et parce qu'elle régissait la structure du pouvoir souverain. Mais il s'agit donc d'une constitution au sens formel, non au sens matériel, alors que la Ve République a une constitution matérielle, c'est-à-dire que c'est un texte qu'on peut toucher. Là, c'est une constitution qui n'est pas écrite, mais il y a des constitutions non écrites. Vous en avez au moins un autre cas qui est très intéressant, et dans un pays qui n'est pas considéré comme quand même le moins libre du monde, la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, il n'y a pas de constitution écrite. C'est une coutume qui fait que le roi agit de telle et telle façon, que le Parlement agit aussi. Alors il y a deux ou trois petits textes qui ont été... Enfin, petits textes, un texte, je ne dis pas secondaire, mais enfin il y a des textes sur des points particuliers, comme il y a une déclaration des droits, entre autres choses, il y a la grande charte de Jean Santerre, choses comme ça, il y a un ou deux textes sur la Chambre des Lords, mais la Constitution dans son ensemble, il n'y a pas de texte. Et de la même façon, en France, sous l'Ancien Régime, il n'y avait pas un texte, mais on savait très bien ce qu'étaient les règles, et ces règles obligeaient le roi. Donc on peut considérer que c'est une Constitution au sens matériel. Alors ces lois fondamentales, elles n'étaient pas écrites, sauf exception, il y a eu un ou deux cas, il y a un arrêt dont je vous parlerai éventuellement, mais en principe elles ne sont pas écrites, donc elles étaient coutumières. Qu'est-ce que c'est que la coutume? Je le rappelle pour les juristes, la coutume c'est un usage que l'on considère comme obligatoire.
qui est donc contraignant. Bon, vous avez un cas assez simple qui est l'habitude qu'ont les femmes mariées de prendre le nom de leur mari. Pendant très longtemps, il n'y avait aucun texte qui le permettait. Maintenant, il y a des textes, mais à l'époque, il n'y a pas de texte, et tout le monde admettait, c'était parfaitement légal, si j'ose dire. Donc la coutume vaut loi. Hein. La coutume, c'est l'équivalent d'une loi, tout à fait, et il y a des coutumes nombreuses. Alors il y en a beaucoup moins en droit civil à l'heure actuelle, mais il y en a beaucoup en droit commercial, par exemple, et il y a des usages qui s'imposent. Alors de la même façon, la coutume dans la Constitution de l'Ancien Régime était coutumière. Et ces règles alors, vous connaissez tous l'adage, une fois n'est pas coutume, mais dès lors qu'il y avait plusieurs précédents, on finissait par dire qu'il y avait une règle qui s'appliquait à la couronne. Donc, c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir ces règles. Alors, dans une première partie, on verra les règles de transmission dans la famille royale, puis les conséquences de la distinction que l'on a faite progressivement entre l'État, enfin la couronne, et le roi, les personnes privées du roi. Et puis, dans une deuxième partie, nous envisagerons la mise à l'épreuve de cet édifice, parce que cet édifice est quasiment achevé à la fin du Moyen-Âge, mais il a été un petit peu malmené à l'époque moderne. Ce qu'on appelle l'époque moderne, c'est entre la fin du XVe siècle et la Révolution française. Et donc nous allons voir d'abord l'héritage médiéval et ensuite la Constitution ou les lois fondamentales au temps moderne. Alors d'abord l'héritage médiéval. Plusieurs lois fondamentales ont été dégagées dès le Moyen-Âge capétien, c'est-à-dire des siècles qui ont suivi l'an 1000, disons entre l'an 1000 et l'an 1500. Je les ai groupés, disons, j'en ai groupé trois importantes sous le nom de règles que j'appelle familiales, parce qu'elles touchent vraiment les personnes. Et puis ensuite, je verrai la distinction entre la couronne et la personne royale. Alors, trois règles fondamentales peuvent être considérées comme familiales, à savoir l'hérédité, la primogéniture, la masculinité. Alors l'hérédité tout d'abord. Les premiers rois francs et les mérovingiens se succédaient héréditairement. Enfin en gros, je pourrais nuancer, mais allons plus simple. En gros, héréditairement. L'hérédité d'ailleurs modérée par l'assassinat qui était fréquent dans cette famille, mais bon, malgré tout, c'est l'hérédité. Et au 8e siècle cependant, ces rois se sont beaucoup affaiblis. Après le roi d'Agobert, les suivants sont faibles, sont des gens qui meurent tôt, même de mort naturelle, et en plus ils n'ont plus beaucoup de pouvoir parce qu'ils ont dilapidé leur domaine, et on les appelle les rois fainéants. Et en même temps qu'eux, il y a une dynastie parallèle qui s'est créée, les maires du palais. Alors le maire du palais, à l'origine c'est un simple majordome. Maire du palais en latin c'est majordomus. Et ces maires du palais sont devenus une dynastie parallèle et ils sont devenus des sortes de premiers ministres ou de suppléants du roi, de vice-roi en quelque sorte. Et en 751, il y a un maire du palais qui franchit le pas, c'est Pépin le Bref, c'est le fils de Charles Martel qui avait vaincu les Arabes d'ailleurs en 732, et lui en 751, son fils dit il faut en finir avec l'apparence. Le père du palais gouverne, donc c'est normal qu'il soit roi, il prend la couronne, et il se fait d'abord élire. Alors c'est pour ça qu'on se dit, les mérovingiens, je le dis, ils étaient héréditaires, enfin en fait ils étaient héréditaires, mais on les acclamait, il fallait qu'on les porte sur le pavois, d'ailleurs on les portait sur un bouclier, et donc Charles Martel, Pépin le Bref, pardon, pas Charles Martel, pas son père, Pépin le Bref se fait acclamer par les guerriers, et il utilise aussi un rite. Alors certains disent qu'il y a des précédents, mais c'est pas sûr. En tout cas, lui, il va inaugurer un rite, c'est à savoir le sacre. Le sacre, ce sont les ecclésiastiques de l'entourage royal qui ont retrouvé ça dans la Bible, le sacre des rois d'Israël, hein, et on refait un sacre, on fait un sacre pour les souverains désormais. Pépin est sacré en 751, ce qui lui assure une espèce d'immunité par rapport, on suppose, on n'a pas beaucoup d'éléments, mais s'il y avait des légitimistes mérovingiens en quelque sorte, ils n'osaient peut-être pas s'attaquer à un roi sacré. Et toujours est-il qu'après tous les rois vont être sacrés, donc c'est une protection, en quelque sorte, c'est cette protection religieuse qu'il obtient avec le sacre. Alors, la royauté carolingienne a quand même une faiblesse par rapport même à ces mérovingiens, c'est qu'elle est élective. Pour arriver au pouvoir, Pépin s'est fait élire. Donc, alors, l'élection, c'est une apparence. Hein. En réalité, les carolingiens la pratiquent de la façon suivante. Le roi père, un jour, convoque ses grands et il leur dit je vous demande d'élire mon ou mes fils, parce qu'il peut en faire élire plusieurs à la fois. Je vous demande, et donc, sous le contrôle du père, les grands élisent.
évidemment, il n'y a jamais de gens qui vont dire on ne veut pas de celui-là, etc. Donc ils ont réussi à assurer l'hérédité, mais avec cette apparence d'élection. Et puis, en 884, le jeune roi Carloman meurt accidentellement, et là rien n'est préparé, c'est un très jeune roi, rien n'est préparé, et donc les grands vont réellement avoir le pouvoir de faire une élection cette fois-ci. Là, il n'y a personne pour leur imposer en disant, il y a bien encore un petit carolingien qui est le frère de Carloman, mais il est trop jeune, et il y a les Normands aux portes. Donc on est quand même dans une période où il faudrait un roi guerrier autant que possible. Donc on dit, on passe par-dessus ce jeune Charles, et on va chercher d'abord un cousin, Charles le Gros, qui est roi de Germanie, qui d'ailleurs pendant quelques 4 ans va reconstituer l'empire de Charlemagne, mais sans en faire grand-chose. Puis après les 4 ans de Charles le Gros, qui meurt prématurément, les grands à nouveau décident, alors ils écartent toujours ce jeune Charles, et ils reprennent, cette fois-ci ils vont carrément chercher en dehors, ils vont chercher Eudes, qui est le duc de France, qui est ce qu'on appelle un Robertien. Pourquoi? Parce qu'il est un fils de Robert le Fort, qui est un comte particulièrement courageux contre les Normands. Donc c'est cette circonstance, et Eudes va devenir roi, et Eudes est protégé par le sacre, justement. Et alors le petit Charles dont je parlais tout à l'heure, il voudrait bien devenir roi, mais on lui dit, ben vous attendez, parce que vous avez en face de vous un roi sacré, et alors il deviendra quand même, hein, ce sera Charles III, le simple, mais il aura attendu son tour plusieurs fois. Donc ça veut dire que le sacre permet de légitimer un prince qui n'est pas toujours un carolingien, et de fait entre 888 et 987, il va y avoir une sorte d'alternance entre les carolingiens, auxquels on va revenir quelquefois, et aussi les Robertiens, cette famille parallèle qui a été créée. En 987, les grands vont choisir cette fois-ci à nouveau un Robertien, tout en se disant sans doute qu'il y aura une nouvelle alternance. Ce Robertien, c'est un certain Hugues, qu'on a surnommé Capet, ça vient de la chape, il était ce qu'on appelait abbé laïque, c'est-à-dire qu'il était le maître de plusieurs abbayes, de plusieurs grandes abbayes au total, ce qui lui faisait d'ailleurs un revenu important, et donc c'est pour ça qu'on l'appelle Capet. C'est pas un nom de famille, hein. Ce sont les révolutionnaires qui ont voulu appeler Louis XVI Capet, mais en fait c'est un surnom. Alors si au lieu d'être Capet, Hugues avait été, je sais pas, le Gros, ils auraient appelé Louis XVI le Gros, ou un truc comme ça. Enfin, c'est un surnom qui était un surnom personnel, d'ailleurs, qu'on ne lui donnait peut-être pas à l'époque, parce que souvent les surnoms donnés étaient après. On était après, enfin, peu importe. Donc Hugues Capet était le roi, et Hugues Capet va agir comme l'ont fait certains carolingiens avant lui. Il va, dès 987, faire élire et sacrer son fils. Donc il y a bien un évêque qui résiste un peu, mais il dit non, il faut absolument, j'ai une raison, une expédition, enfin je vous passe les détails, et donc il obtient ça. Et après ça, tous les Capétiens, les Robertiens, on les appelle les Capétiens, vont faire ça, ils vont toujours faire sacrer un fils de leur vivant, ce qui a l'avantage, quand le père meurt, que le fils soit déjà roi. Il n'y a pas de discussion. Ce qu'ils veulent éviter, c'est la discussion au moment d'une élection. Là, il n'y a pas de discussion, il est déjà roi. Et donc, ça va fonctionner comme ça jusqu'à Philippe Auguste qui est roi à la fin du XIIe siècle, et qui, lui, ne prendra pas l'initiative de faire élire son fils. Et quand il meurt, dans les années 1120, j'ai la date qu'elle précise, mais vous m'excuserez, je n'ai plus tapé en tête. Et bien, quand il meurt, son fils Louis VIII succède sans aucune difficulté. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que d'un seul coup on a changé d'attitude? Bien simplement à cause de la coutume dont je vous parlais tout à l'heure. Les gens ont pris l'habitude de voir que le fils succédait au père. Donc, c'est une coutume désormais. Et désormais, la monarchie française sera héréditaire. Ça ne sera plus remis en cause jamais. Alors à cette hérédité s'ajoute un autre aspect, la primogéniture, c'est-à-dire le fait que ce soit l'aîné qui soit le roi. Sous les Mérovingiens et les Carolingiens, plusieurs rois de la famille pouvaient régner en même temps, mais cette règle a été abandonnée à partir du 9e siècle progressivement, et on ne sait pas exactement pourquoi. On pense que c'est peut-être lié à la chevalerie, parce que la chevalerie, on adoubait, c'est-à-dire qu'on faisait chevalier les fils au fur et à mesure de l'âge qu'ils atteignaient. Donc ils n'étaient pas tous adoubés en même temps, enfin on pouvait, mais on pouvait aussi les adouber séparément. Et donc on pense
parce que de la même façon, on a dit, ben, c'est le fils aîné, comme c'est le fils aîné qui est adoubé, ben, ce sera le fils aîné qui sera roi. Donc cette règle s'est mise en place au IXe siècle. Elle n'a été mise en cause qu'une seule fois, au Xe, quand le roi Robert le Pieux, c'est le fils de Capet, c'est le deuxième roi, quand Robert succède, alors Robert veut faire sacrer son fils aîné, et la reine, sa femme, préfère le cadet, c'est une préférence maternelle simplement, et Robert consulte les ecclésiastiques, et finalement, Robert décide que ce sera l'aîné. Et désormais, plus jamais on a mis en cause, c'est l'aîné qui succède seul, il n'y a plus de partage du royaume, ce sera l'aîné qui succédera. Alors ensuite, en troisième lieu, un autre principe qui a été peut-être plus difficile, c'est la question de la masculinité. On ne sait pas, la question ne s'est pas du tout posée sous le mérovingien et carolingien. C'est une société de guerriers, donc a priori, ils ne pensent pas mettre une femme au pouvoir, même si les femmes mérovingiennes, hein, Bruno ou Frédégonde, c'est pas vraiment des femmes douces, hein, mais aucune n'a pu prétendre quand même directement et porter la couronne. Avec la monarchie élective, encore moins. Les grands ne pensent pas à élire une femme. Donc le problème ne se pose pas avant l'an 1000. Mais en revanche, après l'an 1000, la question va se poser parce que les femmes ont pris plus d'importance dans la politique. Vous avez des femmes qui ont carrément régné sur des principautés. Un bon exemple, Aliénor d'Aquitaine, vous savez, l'épouse de Louis VII, puis du roi d'Angleterre, elle possédait tout le sud-ouest de la France et elle en était la duchesse, et donc elle avait le pouvoir à cette époque, un duché comme l'Aquitaine, c'était une sorte d'État, hein, donc elle était chef d'État. De même, une femme a pu gouverner la France en tant que régente. C'est le cas de Blanche de Castille, il y a encore en plus une régente qui était pas une faible femme, c'est le moins qu'on puisse dire. Et elle a été régente plusieurs fois, elle a été pour la minorité et après pendant les croisades. Et puis, même une femme pouvait régner à titre personnel, comme était la reine d'Angleterre Élisabeth jusqu'à une date récente, mais de la même façon, au Moyen-Âge, ça existait déjà. Et pas très loin, un exemple, Jeanne de Champagne, qui était la reine épouse de Philippe le Bel, était à titre personnel reine de Navarre. Donc une femme pouvait régner. Donc le problème pouvait se poser, mais jamais il n'avait eu lieu, et d'ailleurs on considérait que les hommes passaient avant les femmes. Il y a un cas très net, et que quand Saint-Louis meurt en 1270, il y a parmi ses enfants, il y a d'abord une fille, Agnès, et ensuite il y a un fils, son fils Philippe devient Philippe III le Hardi, sans discussion, même d'ailleurs la princesse Agnès, qui était une femme qui avait d'ailleurs un certain punch, on l'a vu dans d'autres circonstances, n'a absolument pas discuté, hein. Donc on considère que à rang égal, les garçons passent avant les filles. Mais jamais dans la première période, par la période capétienne, disons entre 987 et 1316, jamais il n'y a eu, par exemple, le problème aurait été posé si un roi n'avait laissé qu'une fille, par exemple. Or, ça ne s'est pas posé comme ça. Donc, encore une fois, les femmes n'étaient, le précédent dont je vous ai parlé n'excluait pas les femmes, il disait simplement que les femmes passaient après si besoin. Alors, la question va se poser en 1316. En 1316, en effet, le roi Louis X le Hutin, c'est le fils de Philippe le Bel, qui est encore très jeune, meurt subitement. Il y a eu d'ailleurs des présomptions de poison, c'est possible, c'est pas certain. Enfin, il y a peut-être parmi vous des gens qui ont lu Les Rois Maudits, parce que c'est tout à fait cette période, et ça a été d'ailleurs, je fais une parenthèse, ce roman de Druon était très intéressant et très bien fait, donne bien l'ambiance, mais comme tous les romanciers, il est obligé de choisir à certains moments. Donc il attribue des empoisonnements à certaines personnes, ou des survies à certaines personnes, ce sont des possibilités, mais l'histoire ne les a pas retenues. Donc attention de la différence entre le roman et la vérité. Alors toujours est-il qu'en 1316, Louis X meurt, et il laisse une situation un peu compliquée. Il a eu un premier mariage. Je vous passe sur les détails qui seraient intéressants, mais j'ai pas le temps. Premier mariage avec une princesse de Bourgogne, Marguerite de Bourgogne. Il en a eu une fille, Jeanne. Mais cette fille, on ne sait pas, parce que Jeanne de Bourgogne a elle-même été convaincue d'adultère, et elle a été emprisonnée comme telle. Et donc sa fille, on ne sait pas si elle est vraiment la fille du roi. Bon, mais elle est traitée comme telle, hein, jusqu'à preuve du contraire, mais bon, on a une hésitation. Et puis après la mort de sa femme, bon, qui n'est peut-être pas tout à fait naturel, Louis X s'est remarié et il a épousé une cousine, Clémence de Hongrie, et quand il meurt, elle est enceinte.
Donc à ce moment-là, on prend une solution d'attente. On va chercher le frère du roi, le comte de Poitiers, Philippe, et on le nomme régent. Et on dit on va attendre la délivrance de la reine. Si la reine accouche d'un fils, ce fils sera roi dès sa naissance, ce qui est tout à fait possible. C'était le cas du roi d'Espagne Alphonse XIII à une époque récente. Il est né roi. Son père était décédé et on a attendu et il est né roi. Mais de la même façon, là on dit on va attendre et sinon si c'est une fille. Alors, donc là, le régent se met d'accord avec le duc de Bourgogne qui protège Jeanne, la première enfant, et qui dit, bon, on attendra pour savoir si c'est Jeanne ou si c'est cette fille qui doit régner, et on attendra dans ce cas-là. Bon, en novembre 1316, la reine accouche, et elle accouche d'un fils que l'on appelle Jean Ier, et si vous êtes allé à Saint-Denis, vous avez pu voir un petit cercueil, parce que malheureusement, Jean Ier n'a vécu que 4 ou 5 jours. Alors, il y a eu des histoires de substitution, etc., mais je vous passe là-dessus, lisez Druon si vous voulez le voir, mais sinon, donc, pour l'histoire, il sort de l'histoire quelques jours après y être entré, mais cet enfant a été roi. Du coup, le comte de Poitiers considère que les accords qu'il avait faits avec le duc de Bourgogne n'ont plus de valeur, et il se précipite à Reims, et là, il se fait sacrer, il a fait fermer la ville, il n'a que 2 pairs de France pour soutenir la couronne, dont une femme, c'est la seule fois où une femme, sa belle-mère, évidemment, qui est comtesse d'Artois, qui soutient la couronne, mais c'est très drôle, parce que c'est pour faire prévaloir le droit des hommes qu'il va chercher une femme pour soutenir la couronne. Enfin, je passe sur les détails. Et donc, il se fait sacrer, et il devient le roi Philippe V le Long. Donc les femmes ont donc été exclues une fois de la couronne. Protestation de la princesse Agnès dont je parlais tout à l'heure, puisque la sœur de Saint-Louis, qui est la belle-mère du duc de Bourgogne, proteste. Elle va à Reims, mais bon, elle n'a pas obtenu quand même gain de cause malgré son intervention. Alors Philippe V règne. Mais il lui-même meurt en 1322 et il a eu un fils, mais son fils est mort avant lui. Donc il ne laisse que des filles. Et à ce moment-là, son frère se réveille, son frère Charles, comte de la Marche, que l'on disait être un oiseau, qu'on disait pas très intelligent, etc., que l'on disait aussi même opposé à ce qu'avait fait Philippe en 1316 en prenant la couronne. Charles se réveille et il se fait sacrer à son tour en écartant ses nièces, la fille de Louis X et les filles de Philippe V. Cette fois-ci, vous avez 2 fois. 2 fois, c'est une coutume. Les femmes sont donc exclues désormais de la couronne. Alors, vous allez me dire, c'est un coup de force, c'est ceci, cela, peut-être, mais enfin, à partir de là, ça a été admis, ça n'est pas discuté. Alors, la question va être complétée un peu plus tard, parce que en 1328, ça recommence, Charles IV meurt. Alors, la situation est un peu comme celle de 1316. Il meurt et son épouse, alors il a eu aussi un premier mariage dont il a des filles, donc elles sont exclues. Il a eu une ou des filles, je ne me rappelle plus exactement, ça n'a pas d'importance. Et puis, il a un deuxième mariage et son épouse est enceinte. Donc, on attend, là encore. Alors, qui peut-on prendre comme régent? On va chercher le cousin germain. Vous l'avez sur le tableau, Philippe de Valois. Philippe de Valois, c'est le cousin. Mais l'ennui, c'est que mon tableau va vous donner la suite, puisqu'on voyait Philippe VI, un numéro, vous allez dire, oui, celui-là, il est resté à 3. Et bien, Philippe de Valois devient le régent, ce qui a l'avantage de lui donner tous les rênes du royaume. Quand vous êtes régent, vous avez tous les pouvoirs. Et puis, on attend que la reine soit délivrée. Et la reine est délivrée d'une fille qui s'appelle Blanche. J'ai écrit un petit article il y a quelques années, Blanche, celle qui faillit être roi. Et mais elle n'a pas pu régner. Donc, à ce moment-là, on dit qui va à la couronne. Alors vous avez 2 possibilités. Soit on va chercher ce cousin germain, le régent, tiens ça tombe bien, en plus il détient déjà le pouvoir. Et puis vous avez quand même un autre candidat qui est Édouard III, le roi d'Angleterre. Sauf que d'après le tableau que je vous ai remis, tableau 2, vous verrez, vous avez d'abord Louis X et son fils Jean Ier, ensuite vous avez Isabelle, et elle a épousé Édouard II, roi d'Angleterre. Très mauvais mariage, mais je vous passe sur les détails, vous allez voir Druon si vous voulez voir plus. D'où Édouard III, qui règne, Édouard III qui est le jeune roi d'Angleterre. Alors Édouard III est donc le neveu de Charles IV, n'est-ce pas? Et tandis que Philippe de Valois n'est que son cousin. Donc on a le choix entre le neveu ou le cousin, mais finalement les grands décident, Philippe convoque des assemblées plusieurs, alors les clercs, les nobles, les bourgeois, les universitaires, etc. Tout le monde dit oui,
oui, il est bien, Philippe, il sera d'accord. Donc il se devient Philippe VI, et il fait savoir à son petit neveu anglais qu'il serait bon qu'il prête hommage pour ses terres en France. Ce que Édouard III fait dans un premier temps, donc la chose semble réglée. Du coup, on peut dire... Alors, là, il y a eu une controverse, et les Anglais avaient dit Édouard doit régner, parce que certes sa mère est une femme, mais elle ne peut pas régner, Isabelle, mais elle peut faire le pont et la planche, c'est-à-dire qu'elle peut lui transmettre. Et les légistes français répondent femme et par conséquent son fils ne règne pas au royaume de France. C'est-à-dire qu'on fait une application très stricte de la masculinité, principe déjà dégagé, coutumier et admis, même si c'est récent. Donc on dit, en conséquence, les femmes ne peuvent pas non plus transmettre. Et donc on essaye, donc on décide. Philippe VI règne, mais les relations vont être mauvaises, et en 1337, Édouard III revient sur son hommage, il dit c'est moi le vrai roi, et en 1340 il commence l'opération de la guerre de 100 ans. Il va gagner beaucoup de batailles contre Philippe VI, puis après contre Jean le Bon, son fils. Malgré tout, il n'arrivera jamais à s'imposer dans le royaume de France, à tel point qu'en 1360 il obtient de larges concessions territoriales, mais il renonce à ses prétentions à la couronne de France. Alors en dehors de cela, on a essayé de justifier cette exclusion des femmes du point de vue théorique. Là, je vous ai dit, du point de vue pratique, c'est réglé. J'allais dire, j'ai utilisé un terme familier, j'allais dire c'est plié, hein, désormais, le problème ne se pose plus. Mais du point de vue théorique, on va le justifier avec plusieurs arguments. Alors on a dit les femmes sont plus faibles, le sacre c'est comme le sacerdoce, ce qui est assez discuté, et l'Église est la première à dire que c'est tout à fait la même chose. Et puis on va trouver un ou deux arguments. Alors je vais vous en citer un, celui de Saint Matthieu, c'est quand même amusant. Vous avez dans Saint Matthieu un passage où notre Seigneur dit à ses disciples, à ses apôtres, il ne faut pas vous soucier de la vie matérielle, de ce que vous mangerez, de ce dont vous avez. Et le Christ fait une comparaison. Il dit, regardez les lys des champs, ils sont mieux vêtus que Salomon dans toute sa gloire, et donc c'est Dieu qui pourvoit à leurs besoins. Donc voilà ce que dit le Christ. Il dit simplement, disciples, apôtres, ne vous souciez pas de questions matérielles. Mais certains ont une idée, ils disent, mais après tout, le blason des rois de France, c'est des fleurs de lys, des fleurs de lys d'or sur fond d'azur, sur fond bleu. C'est des fleurs de lys. Or, filer, c'est le travail des femmes. Les lys ne travaillent ni ne filent, les lys ne filent pas. Donc les femmes ne peuvent pas être les rois des fleurs de lys. Vous voyez l'idée? C'est un peu capillotracté, je reconnais. Hein. Les lys ne travaillent ni filent, le royaume ne tombe pas en quenouille. Voilà ce qu'on vous dit, le royaume ne tombe pas en quenouille, c'est avec quoi on fait, on file. Voilà. Alors voilà un argument qui a été donné. Bon, ça n'a pas convaincu grand monde. Un autre argument, plus sérieux quand même, mais tardif quand même, parce que, vous voyez, le problème a été réglé entre 1316 et 1328, et c'est dans les années 1350, attendez que je ne dise pas de bêtises, oui, 1350, qu'un moine chroniqueur retrouve un texte, enfin pense à un texte ancien, qui est la loi salique. La loi salique, c'est la loi des anciens francs. Alors, on la suppose venue de Pharamond. Pharamond, c'est l'arrière-grand-père de Clovis, ou le grand-père, enfin, c'est un souverain sans doute mythique d'ailleurs. Mais enfin, on attribue la loi salique à Pharamond. Donc, c'est vraiment les origines. Et dans cette loi salique, il y a que les femmes ne peuvent pas hériter de la terre. Alors, on dit, vous voyez, les femmes ne peuvent pas hériter du royaume parce que la loi salique, qui est la loi des francs depuis toute éternité, leur interdit d'hériter de la terre. Alors, c'est beau comme argument. D'ailleurs, c'est resté, on parle toujours de la loi salique. C'est en fait un plaquage, parce que la loi salique était une loi de droit privé, alors que là on est en droit public. Le royaume, à l'époque, tout le monde considérait quand même que c'était une fonction publique et pas du tout un patrimoine privé. Et en plus, cette loi salique, on avait cessé de l'appliquer depuis des siècles. Mais enfin, bon, ça fait rien, ça fait bien. Et ça a été devenu à tel point que quelquefois, quand on parle de loi de succession, on parle que de loi salique. Alors voilà pour ces trois lois qui sont quand même des lois familiales, dans quelque sorte, puisqu'elles règlent les problèmes en famille, hérédité, primogéniture, masculinité. Maintenant, il va y avoir à la fin du Moyen-Âge, d'autres lois qui vont être dégagées, qui sont fondées sur la distinction du roi et de la couronne. C'est l'objet de mon grand B, donc distinction du roi et de la couronne, les lois d'indisponibilité et d'inaliénabilité. Alors,
c'est encore une crise qui va amener à dégager le principe d'indisponibilité de la couronne. Disposer, c'est donner ou vendre, n'est-ce pas? On dispose d'un bien quand il y a un bien dans le commerce. Bon, la couronne n'est pas un bien dans le commerce d'ailleurs, mais le problème va être posé à l'époque. Alors comment se pose-t-il? Eh bien c'est sous le roi Charles VI. Alors vous l'avez dans mon tableau, dans le tableau 1, vous avez les Valois, et donc vous voyez Charles VI, c'est l'arrière-petit-fils de Philippe VI dont nous avons parlé tout à l'heure, en ligne directe, tout simplement. Alors Charles VI, malheureusement, il est roi depuis 1280 et vers les 1292, il devient fou. Une folie à éclipse, mais il a une à éclipse, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout le temps fou, mais il l'est à certains moments. Du coup, on lui impose une régence avec son frère et ses oncles. Alors son frère duc d'Orléans, ses oncles le duc de Berry de Bourgogne, plus son fils le dauphin qui vient s'en mêler, donc il y a des régents eux aussi à éclipse, et des régents en plus qui ne s'entendent pas, à tel point que d'ailleurs le duc de Bourgogne fait assassiner le duc d'Orléans. Enfin vous voyez, c'est une histoire assez compliquée. Donc ils ne s'entendent pas, et le peuple s'en mêle. Il y a deux partis qui se dégagent dans le pays, les Armagnacs qui sont partisans des Orléans. Alors ces Orléans ne sont pas ceux actuels, c'est une autre branche, parce qu'on reprend le nom quand une branche est éteinte, le même nom peut être repris. C'est pour ça qu'il y a plusieurs maisons d'Orléans, comme plusieurs maisons d'Anjou ou plusieurs maisons de Bourgogne dans l'histoire de France. Alors donc le parti d'Orléans, c'est les Armagnacs, et puis il y a un parti bourguignon qui lui est opposé, et donc on se bat joyeusement pour ça. Comble de malheur, le roi d'Angleterre brise la trêve qui existait entre les deux royaumes. C'est un roi qui s'appelle Henri V. Shakespeare a fait une pièce sur ce Henri V qui est intéressante, mais qui est le point de vue anglais évidemment. Et Henri V débarque en France et remporte des victoires. Alors le parti bourguignon, qui en veut absolument aux autres, aux Armagnacs, etc., et la reine, qui est le parti, les Armagnacs soutiennent le dauphin, en plus, le dauphin Charles. Donc les bourguignons et la reine Isabeau de Bavière veulent aller dans l'autre sens, et ils vont négocier un accord qu'on appelle le honteux traité de Troyes, un accord qui sera d'ailleurs conclu en 1420. Alors ce traité prévoit que Charles VI déshérite son fils, le prétendu dauphin, comme ils disent Charles, dauphin Charles, et il habilite à régner à sa place son gendre, parce qu'entre-temps on a marié Henri V d'Angleterre avec la fille de Charles VI. Donc il veut son gendre à la place de son fils. C'est donc disposé, vous voyez, c'est l'aliénabilité de la couronne, c'est une disposition de la couronne. Donc c'est ce traité est prévu, et ce traité a lieu en 1420. Cependant, le dauphin, lui, s'est réfugié au sud de la Loire, on l'appellera le roi de Bourges pour cette raison, et c'est lui qui va recevoir le secours de Jeanne d'Arc, parce que Orléans est un point essentiel. Si Orléans tombe, le dauphin sera obligé de s'en aller, mais Jeanne d'Arc, donc une jeune femme qui vient des confins de la Lorraine, qui vient et qui redresse la situation. Vous connaissez l'épopée militaire de Jeanne d'Arc, etc. Mais au plan juridique, il y a aussi une offensive. C'est-à-dire qu'il a un juriste, il a un conseiller, qu'on ne connaît que par un texte, son texte est en latin, on l'appelle Johannes de Terra Rubea, ce qu'on a traduit Jean de terre rouge ou Jean de terre vermeille. Et ce Jean de terre vermeille écrit des traités, les Tractatus. Et ces traités au sens théorique, sont opposés à ce que sera le traité de Troyes. Et il écrit en 1419, donc vous voyez, il fait son ouvrage un an avant que le traité soit signé. Bon, ceci parce que son employeur, le dauphin Charles, sait parfaitement ce qui va être dans le traité. Donc, à l'avance, Terre Vermeille va réfuter ce qui sera le traité. Alors, il dit en effet, la royauté c'est une fonction publique, non pas un héritage. Donc, le roi ne peut pas disposer, comme il disposerait de sa propriété privée, bien sûr. Le roi est appelé à la fonction par la seule coutume, indépendamment de toute intervention. Donc le roi n'a aucune influence sur la coutume. C'est la coutume qui désigne le roi. Et bien sûr, l'idée c'est de dire le dauphin reste candidat, puisque c'est le dauphin qui est celui que la coutume désigne, évidemment. Et il dit, cette règle s'impose à tous, le roi ne peut déshériter son héritier, même ingratitude, alors qu'en droit privé, on peut déshériter un héritier en cas d'ingratitude. Là, il dit, même en cas d'ingratitude, on ne peut pas. Il ne peut pas habiliter un tiers à régner, donc pas question du gendre à la place
du fils, il ne peut pas. Le roi lui ne peut renoncer à lui-même à la couronne d'ailleurs, et un héritier de la couronne ne peut pas renoncer. Donc même si le dauphin disait je ne veux pas, ça ne serait pas valable. Donc le roi est en quelque sorte la propriété de la couronne et non l'inverse. Vous voyez cette idée. Donc cette démonstration renforce les droits de celui qui est devenu Charles VII par la suite, et qui a été sacré grâce à Jeanne d'Arc. Et on peut dire que après la victoire française, la règle a été confortée. Je pense que si les Anglais avaient gagné finalement, on aurait oublié certainement Terre Vermeille, on aurait dit un obscur juriste a dit, etc. Mais là, la règle s'est trouvée confortée et désormais, on ne peut plus toucher à la succession royale. Un exemple d'ailleurs, plus tard, le roi François Ier au XVIe siècle sera fait prisonnier par les Espagnols à la bataille de Pavie, emmené en Espagne, et là, il envisage d'abdiquer. Et on lui permet d'avoir des consultations juridiques, il consulte des juristes français, et il y a un juriste qui lui fait dire que c'est pas la peine, l'abdication serait nulle, de toute façon, elle ne serait pas recevable. Donc, l'abdication n'est plus possible pour les rois. J'ajoute qu'il y a un corollaire de cette loi d'indisponibilité de la couronne, ça s'appelle l'inaliénabilité du domaine, parce que de même que le roi ne peut pas donner le royaume dans son entier, il ne peut pas en donner un bout à l'un ou à l'autre, etc. Ce sont les juristes qui ont voulu ça dès la fin du Moyen-Âge, parce qu'ils voulaient éviter que les rois dilapident, ce qui est une tendance qu'ils ont eue. Souvent, les rois ont donné beaucoup plus qu'ils ne devaient, et donc là on dit le roi n'a pas le droit de donner les biens de la couronne, ils sont inaliénables, et donc il y a une exception notamment pour les enfants de France, c'est-à-dire que les frères du roi peuvent recevoir, mais avec quand même des conditions, et donc s'ils n'ont pas de descendance, c'est récupéré par la couronne. Ils ne peuvent pas le donner eux non plus, ça reste quand même inaliénable. Et puis, donc on dit ça, et alors cette règle qu'on appelle l'inaliénabilité du domaine va être confortée en 1566 par un édit qu'on appelle l'édit de Moulins. Moulins, la ville de Moulins dans l'Allier actuel, et l'édit de Moulins dit qu'on ne peut pas céder de biens de la couronne. Alors ce qui est amusant, c'est que cette règle est encore applicable sous la République. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir prétendre à un bien qui serait normalement domanial si on n'a pas un titre venant des rois ou des princes territoriaux qui existaient avant eux, genre comte de Provence, duc d'Aquitaine, etc., antérieur à 1566. Encore maintenant, donc on applique cette règle. Et ça s'applique par exemple, pour donner un exemple, dans le Midi en Provence, il y a des étangs salés. Théoriquement, tout ce qui est eau salée, c'est le rivage, ça appartient au roi, ou donc à l'État maintenant, à l'État républicain. Et en principe, en revanche, pour les étangs salés, vous avez quelques personnes qui ont des titres qui remontent d'ailleurs aux comtes de Provence qui ont précédé les rois de France. Et ces titres sont antérieurs à 1566, ils sont valables. Donc ces gens possèdent le rivage des étangs salés. Et donc c'est pas le seul cas, il y a quelques autres cas comme ça. Donc c'est amusant de voir quand même cette vieille règle royale, 1566, qui existe encore dans notre droit. Donc voilà pour ce qui est des lois de transmission de la couronne, donc héréditaire, de mal en mal, porte de primogéniture, et indisponible et doté de biens inaliénables. Voilà les règles. Maintenant, nous allons voir d'une deuxième partie comment cette constitution coutumière a été mise à l'épreuve par la suite pendant la période moderne. Alors, ces lois fondamentales, elles semblent en effet avoir balisé le terrain. On pourrait penser qu'avec des lois de ce genre, on avait automatiquement la réponse de savoir qui serait le roi et qu'il n'y avait plus aucune discussion. C'était ça le but. Le but, c'est d'empêcher qu'il y ait des querelles. Vous savez que les querelles dynastiques ont coûté très cher à certains pays. Pensez à l'Angleterre, pensez à l'Espagne, c'est des pays où ça avait lieu. Là, on veut qu'il n'y ait pas de certitude. Malgré tout, il y a deux règles qui vont être malmenées au XVIe siècle. Une dont je ne vous ai pas parlé encore, parce qu'elle existait, enfin j'en ai pas parlé lourdement, mais elle existait, mais elle était implicite, c'est la catholicité du roi. Aussi étrange que ça paraisse, ça va être discuté, je vais vous expliquer comment. Deuxième règle, l'indisponibilité dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est ce que je vais voir dans cette deuxième partie. Alors tout d'abord, la catholicité. La catholicité, c'est la règle suivant laquelle le roi appartient à la religion catholique. Règle qui paraît aller de soi. Depuis Clovis, tous les rois de France sont baptisés. Roi de France ou roi des Francs, ils sont tous baptisés. Donc baptisés dans l'église catholique. Donc on se dit, il y a ça. Ensuite, depuis 751, en plus, ils sont tous sacrés. Donc rebelote, si j'ose dire, un évêque, les sacres, etc. Et ensuite, depuis le XIIIe siècle, on a ajouté au serment du sacre une clause qui
qui dit le roi doit prêter serment d'exterminare heretico, ce qui ne veut pas dire massacrer, mais qui veut dire expulser les hérétiques. Donc tout ça, ça prouve que le roi de France est catholique. A priori, il ne devrait pas avoir de difficulté. Malheureusement, vous savez, le diable est dans ce qui est même beaucoup plus que les détails, là. Au XVIe siècle, la réforme protestante apparaît et se répand en France. Et la réforme protestante apparaît. Et à ce moment-là, les catholiques ont des craintes en disant il faut que le roi reste catholique. Pourquoi? Parce que les souverains ont quand même l'habitude d'imposer leur religion à leur sujet. Et en Europe, ça s'est créé. C'est-à-dire qu'en Allemagne, beaucoup de princes sont devenus protestants. En Angleterre, les princes sont devenus protestants. Et ils ont imposé à leur sujet le protestantisme ou l'anglicanisme. Donc les catholiques de France n'ont pas du tout l'intention de subir ça. Bon, dans l'immédiat, avec les premiers Valois, François Ier, bon, même s'il est au début un peu tolérant, il est tolérant, mais pas plus. Henri II est très catholique, il n'y a pas de problème. Bon, mais à l'époque de François II, Charles IX, Henri III, c'est les guerres de religion. Et à ce moment-là, on se demande, et on espère que d'abord que le roi sera dans le bon camp. Ces trois rois-là sont catholiques. Mais après, que va-t-il se passer? En effet, Henri III, donc vous avez, vous voyez, Henri III, qui est roi depuis 1574, n'a pas d'enfant. Il est marié, mais le mariage s'est avéré stérile, il n'a pas eu d'enfant. Et son héritier, c'est qui? C'est François, qui n'est pas mentionné, François, duc d'Alençon, c'est le quatrième frère, qui lui-même est célibataire. Donc, ça ne laisse pas beaucoup d'espoir. Et après, qu'y a-t-il? Eh bien, après, vous prenez mon tableau 1 et vous voyez, le cousin, il est très loin. Le cousin, c'est Henri de Navarre, qui est cousin par, je vous ai mis Robert comte de Clermont, qui est un fils de Saint-Louis. Donc, Saint-Louis, qui meurt en 1270, est l'ancêtre commun de Henri III et Henri IV. Donc ils sont à 300 ans. Du point de vue royal, ça n'a aucune importance. Hein. Vous savez que pour des particuliers, on dit, familièrement, on n'est plus cousins au bout de la 6e génération, une chose comme ça. Là, au contraire, c'est illimité. Donc ils sont un cousin, même éloigné, peut devenir roi. Mais ce cousin, le cousin par les mâles le plus proche, puisqu'on appelle c'est Henri de Navarre, Henri roi de Navarre. Dans lui, c'est qu'il est protestant. Alors, les choses vont... Alors, ce qui est d'ailleurs très curieux, c'est que avant cette... les protestants ont tendance à critiquer les rois et à dire que si un roi est un tyran, et à leurs yeux un roi catholique est un tyran, on peut à la limite même s'en débarrasser ou tout moins le chasser. À partir du moment où les protestants voient qu'il y a une chance qu'il y ait un roi protestant, ils deviennent tout à fait légitimistes. Là où les catholiques disent oh, mais quand un roi est vraiment nuisible, on a quand même le droit au tyrannicide dans certains cas. Hein. Donc c'est très curieux de voir l'échange des positions en fonction de l'opportunité. Toujours est-il que en 1584, François d'Alençon meurt. Donc je vous dis déjà il n'y a pas de descendant, mais en plus il meurt, donc l'héritier c'est désormais Henri de Navarre. Et à ce moment-là, alors Henri III subit une pression très forte d'une part du parti catholique. En effet, à cette époque, il y a deux partis. Il y a un parti protestant, armé jusqu'aux dents, dirais-je, et il y a un parti catholique, lui aussi armé jusqu'aux dents, qu'on appelle la Ligue. Et cette Ligue impose à Henri III, ou tout au moins l'influence, pour qu'en juillet 1588, il promulgue un édit d'union. Alors c'est un des cas d'une loi fondamentale qui se trouve là dans un texte. Un édit d'union dans lequel il est dit le roi de France doit être catholique et tout prince protestant est exclu de la couronne. Donc voilà la proclamation de la catholicité. Vous vous doutez que les protestants ne sont pas très d'accord. Mais la suite de la politique va poser des problèmes parce que Henri III en a assez d'être sous la tutelle des Guises. Et donc il fait carrément assassiner le duc de Guise, qui est le chef de la Ligue. Aussitôt, ça provoque dans le parti catholique, dans la Ligue, une révolte. Henri III est chassé de Paris. Il se réfugie à Blois, mais il y a tout un tas de villes qui se veulent catholiques et qui refusent ce roi. On l'appelle cruel Hérode, on le traite de tous les noms, on dit qu'on a droit au tyrannicide contre lui, etc. Ça l'amène d'ailleurs à se rapprocher de son cousin Henri de Navarre. Et puis, en août 1589, Henri III est assassiné par un moine, Jacques Clément, et donc de ce fait, Henri de Navarre devient de droit Henri IV.
il est de droit, le roi. En réalité, il contrôle très peu de choses, parce qu'il a ses fidèles protestants, mais il contrôle quelques villes, mais pas toutes, loin de là, et il est dans un siège, mais souvent il échoue, etc. Pour lui, c'est très difficile. Et alors la Ligue, de son côté, la Ligue catholique, elle, a pris le pouvoir dans la plupart des villes. Elle a réuni les États généraux, ce qu'elle n'avait pas le droit de faire, mais qu'elle décide, et elle décide de choisir un nouveau roi. Elle avait d'abord tenté de trouver un vieil oncle d'Henri IV, qui était cardinal, ou surtout, ce qui était un peu gênant pour être roi en même temps, mais enfin, ça n'a pas duré très longtemps. Ce cardinal est mort en 1590, donc la Ligue va choisir élire un nouveau roi. Alors, il y a plusieurs candidats, véritablement. Il y a par exemple un duc de Savoie qui est candidat à la couronne, mais qui dit que à la limite, si tu n'appelles pas la couronne, il y a certains territoires près de la Savoie qui l'intéresseraient. Enfin, n'importe quoi. Il y a également, alors il y a le duc de Mayenne qui est le lieutenant général du royaume, c'est un Guise, mais bon, c'est lui qui gouverne le royaume quand même. Et puis il y a aussi une candidature qui paraît peu sérieuse, mais qui est extrêmement dangereuse, celle d'une infante espagnole, l'infante Isabelle, qui est mariée avec un archiduc qui s'appelle Ernest, donc on aurait eu le roi Ernest, mais on l'a pas eu, c'est pas arrivé. Mais sinon, cette duchesse, cette princesse, prétend à la couronne de France parce qu'elle est petite fille de Henri II. Donc elle est petite fille de Henri II, ce qui est vrai, mais ça veut dire qu'on violerait la masculinité, la primogéniture et l'indisponibilité. Vous voyez, 3 lois fondamentales. Mais bon, le roi d'Espagne n'est pas à ça près. Il faut quand même penser que c'est le roi le plus puissant d'Europe à ce moment-là et qu'il a des troupes en France. Donc c'est assez dangereux. Et alors là, il va y avoir quand même une réaction des magistrats. Le Parlement de Paris, c'est l'équivalent de la Cour d'appel actuelle, qui est la plus haute juridiction du royaume, va rendre le 28 juin 1593 une décision qu'on appelle l'arrêt de la loi salique ou arrêt Lemestre. Et dans cette décision, les magistrats disent qu'il faut appliquer les lois fondamentales. Ils disent on ne veut pas d'un étranger à la couronne, d'un étranger à la... on veut appliquer les lois fondamentales, tout en disant ça ne peut pas être un roi protestant. Mais ils disent, donc il s'appelle la quadrature du cercle. Moyennant quoi, ils arrêtent quand même la prétention espagnole, ce qui est très important. Alors, la situation paraît bloquée, et c'est Henri de Navarre qui va la débloquer. En effet, il fait le grand saut, comme il l'écrit d'ailleurs, on a dit, Paris vient pour une messe, le mot n'est pas historique, mais il a écrit à sa maîtresse, à Gabrielle d'Estrées, je vais faire le grand saut, quelque chose comme ça, car il se reconvertit au catholicisme en 1593. Donc c'est la 5e fois qu'il change de religion. Mais bon. Ensuite, il réussit à se faire sacrer en 1594. Ça n'est pas facile, parce que les ligueurs tiennent Reims et sont très contents, ils disent Reims, ils ont la Sainte-Ampoule. Bon, alors Henri IV se fait sacrer à Chartres, et on trouve une ampoule de secours dans l'abbaye de Marmoutier, près de Tours, où il y a une ampoule qui remonterait à Saint-Martin, donc plus ancienne encore que l'autre. Et puis, donc, il se fait sacrer, et puis, en 1595, le pape le pardonne, ce qui est quand même beaucoup, parce que d'habitude, on peut être relapse une fois, mais lui, il l'a été quand même, parce que il est né catholique. Sous l'influence de sa mère Jeanne d'Arc, il est devenu protestant. Lors de la Saint-Barthélemy, puisqu'il s'est passé au moment de son mariage, il est redevenu catholique, mais quand il a été libéré, il est redevenu protestant. Et donc là, il va redevenir catholique. Donc, vous voyez, le pape, malgré tout, le pardonne en 1595. Et donc, alors ensuite, il ne restera plus Henri IV quand même qu'à reconquérir tout son royaume. Alors, par la guerre, bien sûr, et aussi par la négociation. Généralement, il commence par battre les gens, et puis ensuite, il leur dit, bon, ben, je vous fais un prix. Quand je dis un prix, je ne me trompe pas, parce qu'il les a achetés littéralement. Les gouverneurs se laissent acheter, les gouverneurs ligueurs, y compris le dernier Mercœur, qui est un Guise, donc de la famille catholique. En 1598, Mercœur, à son tour, se rallie à Henri IV. Le duc de Mayenne, le lieutenant général du royaume, un Guise, se rallie à Henri IV. Tout le monde se rallie. Ça coûte cher pour obtenir ça, mais il obtient ça. Et après, il va donc pacifier son royaume pendant le temps qui va lui rester, puisque vous savez qu'il meurt malheureusement en 1610 sous le poignard de Ravaillac. Alors, au final, donc, on peut dire que cette catholicité a été réaffirmée et elle n'a plus jamais été remise en cause. Tous les rois de France ont été catholiques, jusqu'à Charles X compris. D'ailleurs, tous les chefs d'État, même illégitimes, je parle de monarchiques, je veux dire, les empereurs Bonaparte et Louis-Philippe étaient catholiques aussi. Mais ce n'est plus en raison de l'application de la règle de la catholicité, simplement. Et il y a une autre règle qui va être mise en cause à l'époque moderne, c'est l'indisponibilité
la couronne. Cette loi fondamentale, donc je vous ai dit, c'est-à-dire que le roi ne peut abdiquer, le roi ne peut, et l'héritier de la couronne ne peut pas abdiquer non plus, on ne peut pas disposer de la couronne. Or, ça va être mis en cause avec la succession d'Espagne. C'est pour ça que je vous ai donné un tableau sur la succession d'Espagne. Donc sur ce tableau, vous y voyez le cousinage très proche entre Louis XIV et la reine Marie-Thérèse, son épouse. Ils sont cousins germains, hein, puisque déjà ils sont, vous voyez, Louis XIV est le fils d'Anne d'Autriche, donc de ce fait il serait cousin. Et ensuite, et alors Marie-Thérèse, l'épouse de Louis XIV, est la demi-sœur du dernier roi Habsbourg d'Espagne qui s'appelait Charles II. Alors ce Charles II était un prince souffreteux, il a passé tout son règne malade, et les autres souverains d'Europe, de dire, sont d'une bonté mesurée, ils pensent tous à se partager sa succession de son vivant. Ils font même des traités. La France n'est pas la dernière à le faire. Hein. On fait des traités en disant, ben voilà, si Charles II meurt, ben oui, ben tel pays, tel territoire m'intéresserait, etc. Et puis, lui, il n'est pas très content d'apprendre ça, quand même, et il décide de régler sa succession par testament. Il fait un testament, et il meurt en 1700. Et le testament appelle à lui succéder le duc d'Anjou, Philippe, alors vous l'avez sur le tableau, hein, Philippe, duc d'Anjou, le deuxième petit-fils de Louis XIV, avec une clause qui dit que si Philippe, duc d'Anjou, si on n'accepte pas le testament, si les Français n'acceptent pas le testament, dans ce cas-là, l'héritier sera un Habsbourg d'Autriche. Donc, Louis XIV se trouve... alors on annonce le testament Louis XIV, qui était un homme très impavide, etc. Et l'ambassadeur est surpris, parce que l'ambassadeur vient avec beaucoup de solennité en disant, je lui annonce la couronne d'Espagne, la couronne d'Espagne c'était énorme, hein. Il lui annonce qu'il est le roi d'Aragon, de Castille, etc., de tous les territoires en question, et Louis XIV répond simplement, je verrai. Bon. Et puis, bon, il voit leur discussion au conseil du roi, on sait ce qui s'est passé, on sait que le fils de Louis XIV a dit que c'était lui l'héritier normal, mais qu'il renonçait pour son fils, le duc de Bourgogne, pareil. Alors au passage, pourquoi est-ce que le grand dauphin, fils de Louis XIV, et le duc de Bourgogne renoncent? Parce qu'ils savent très bien, d'abord le testament a habilité, donc ça aurait fait un problème avec les Espagnols, ensuite ils savent très bien qu'ils sont destinés à la France. C'est pour ça que le testament les a évités. Le roi d'Espagne, ou ses conseillers juridiques, lui ont dit, si vous choisissez le grand dauphin, il sera à la fois roi de France et roi d'Espagne, donc ce qui aurait été possible, hein, parce que vous avez tas de royaumes où vous avez deux couronnes sur la même tête, hein. L'Espagne elle-même, hein, Castille, Aragon, Néon, etc. Le roi de France est roi de France et de Navarre, et plus tard, mais quelques années plus tard à peine, le roi d'Angleterre sera roi d'Écosse. Non, il l'est même déjà à cette époque, il est roi d'Angleterre et d'Écosse. Donc vous avez des tas de souverains qui ont plusieurs couronnes. Bon, les Espagnols ne souhaitent pas que l'Espagne soit rattachée à la France, donc ils ont préféré que ça soit un prince qui n'était pas celui qui devait régner en France. C'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Bon, les deux qui pouvaient passer avant lui renoncent, mais le grand dauphin, qui d'habitude était un homme qui avait très peu d'action politique, là cette fois-ci il se montre très ferme, hein. Devant son père Louis XIV, il dit oui, ça me revient, donc ça va mon fils, pour mon fils je veux bien, mais pas question de tractation autre. Donc là-dessus, la France accepte donc le testament. Parce qu'on voudrait éviter qu'on se réconcilie. Si on renonce au testament, on va avoir un Habsbourg d'Autriche. Donc on va se retrouver comme sous Charles Quint. Charles Quint, il était à la fois souverain de l'Allemagne et de l'Autriche et de l'Espagne, et en plus des Pays-Bas espagnols, c'est la Belgique. Donc on va se retrouver encerclé. Pour éviter ça, il faut accepter le testament. Et donc on accepte le testament, mais Louis XIV est d'ailleurs un petit peu imprudent, parce qu'il donne des lettres patentes, des lettres ouvertes à son petit-fils, en lui disant vous restez quand même prince français. Et d'ailleurs il lui fait une petite harangue, il lui dit soyez bon espagnol, mais rappelez-vous que vous êtes du sang de France, etc. Bon, tout ça a été vrai, mais il va peut-être mieux être un peu plus discret. En plus, il envoie avec Philippe V une série de gens qui sont prêts à remettre la monarchie espagnole un peu en état. L'Espagne est un pays assez décadent, la France est considérée comme un pays plus dynamique, et donc on envoie des administrateurs pour remettre l'Espagne sur pied. Les autres, de l'autre côté, ils n'aiment pas beaucoup. Les Anglais, ils disent l'Espagne c'était bien quand c'était mal géré, parce qu'on faisait la contrebande dans l'Empire espagnol. Là, c'est désormais, ça va être éventuellement des contrebandiers français, mais ça ne va plus être nous. Donc, ils ne sont pas d'accord. Les Hollandais, ils en veulent à Louis XIV qui les a envahis un peu auparavant, ils veulent leur revanche. Et puis, l'empereur, il n'est pas très content, c'est un Habsbourg, il voudrait que ça soit un Habsbourg de sa branche et non pas un Bourbon qui règne. Donc, ça provoque une guerre, la guerre de succession d'Espagne, qui va durer de 1700 à 1713, 1714,
XIV, même si on compte la guerre avec l'empereur, et ça va être une guerre assez difficile. On croyait que la France pensait être plus forte, à aider l'Espagne, et en fait ça va être difficile. Après de grosses défaites d'ailleurs, au dernier moment, le maréchal de Villars remporte dans les Pays-Bas espagnols la victoire de Denain. Et donc la France se présente aux négociations dans une situation un peu moins mauvaise. Il faut dire que la situation internationale a également changé. En Angleterre, le parti de la paix l'emporte. En Angleterre, c'est désormais une reine qui s'appelle Anne, qui est une lointaine cousine de Louis XIV. Elle n'est pas belliqueuse, hein, elle souhaiterait la paix avec son cousin. Et le ministère a changé aussi. Après, des gens qui étaient des bouts de feu, des gens, désormais, les Anglais veulent arrêter. Puis pour le commerce, la guerre, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Donc, on veut la paix des deux côtés. Mais les Anglais disent, il y a une condition. On ne veut surtout pas que la France et l'Espagne soient sous la même couronne, parce que ça ferait trop. La France est le plus puissant pays d'Europe, l'Espagne c'est un pays, en Europe elle est peut-être un peu faible, mais elle possède quand même tellement de territoires coloniaux, etc. On ne veut pas que ça ferait une trop grande puissance. Donc les Anglais disent, il faut absolument que Philippe V d'Espagne renonce. On veut bien le laisser en Espagne, ce qui n'était pas le cas au début. Au début, ils voulaient le détrôner. On veut bien le laisser en Espagne, mais à condition qu'il renonce à ses droits éventuels en France. Et bon, ça pose des problèmes. Alors, le négociateur français qui s'appelle le marquis de Torcy rappelle les lois fondamentales. Il dit, mais c'est impossible. En France, on ne renonce pas, un roi ne renonce pas, un prince ne renonce pas. Même si on vous donne une renonciation, elle ne vaudra rien. Il leur dit carrément. Il leur dit, on le donnera peut-être, mais elle ne vaudra rien. Les Anglais disent, vous permettez, nous on pense qu'on peut le faire. Alors, on sent très bien d'ailleurs qu'il y a une menace derrière ça. Le négociateur anglais dit, nous pensons, nous en Angleterre, qu'on peut renoncer à son droit et que celui en faveur de qui la renonciation a été faite peut d'ailleurs obtenir l'aide des autres contractants. Donc ça veut dire que les Anglais menacent. En réalité, et finalement, on accepte les renonciations. Elles sont solennisées dans le traité et il y a des renonciations solennelles qui sont au Parlement de Paris et des renonciations qui sont faites en Espagne. Je pense que tout le monde, pardonnez-moi l'expression, c'est un poker menteur. Hein. C'est-à-dire que aussi bien les Français que les Anglais ont dit, voilà, pour le moment, le problème ne se pose pas. S'il se pose un jour, si la France est plus forte, on dira les renonciations, on a oublié. Si l'Angleterre est plus forte, eh bien, on dira on applique. Voilà, je pense que tout le monde a cette idée derrière la tête, comme ça. Alors, du coup, on signe ces renonciations, mais on sait quand même que la plupart des hommes politiques du XVIIe siècle considéraient qu'elles n'étaient pas valables. Pour vous donner un seul exemple, quand l'Assemblée constituante fait la première constitution écrite, alors, il y a encore la monarchie à ce moment-là. Et donc, l'Assemblée codifie la loi de succession. Et l'Assemblée constituante, mais il n'est rien préjugé sur l'effet des renonciations qui ont pu être passées dans le passé. Ce qui veut bien dire que pour elles, elles sont bancales. Et on a des tas d'auteurs qui estimaient que ces renonciations ne valaient rien. Bon, le problème, en tous les cas, on a évité et évacué la guerre à ce moment-là. On a marié très vite le jeune Louis XV, parce que le problème qui se posait, c'est que Louis XV était un enfant qu'on pensait peut-être souffreteux, enfin peut-être pas apte à vivre longtemps. On le marie assez vite et il assure assez vite la succession avec un fils. Et là, tous les diplomates d'Europe soufflent un petit peu. Alors après, dans les traités, quand il y a des traités, alors quand c'est l'Angleterre qui gagne, on rappelle dans le traité qu'il y a l'annonciation, mais d'un son côté, la France fait des traités avec l'Espagne, on fait un pacte de famille qui est réservé uniquement à la famille des Bourbons, et donc il y a un traité qui unit les Bourbons spécialement, et donc il y a quand même une ligne. Quand Louis XVI par exemple subit des mesures contre son autorité, il se plaint à qui? Au roi d'Espagne, à qui il écrit en lui mettant, je vous écris en tant que chef de la deuxième branche. Donc ça veut dire qu'il considère que c'est encore la famille royale. Hein. Donc vous voyez, donc ce qu'il y a, c'est qu'on a évité le problème en disant, il y a la branche dite de Bourgogne, à cause du duc de Bourgogne, père de Louis XV, la branche de Bourgogne qui continue. Alors cette branche de Bourgogne, elle va durer jusqu'en 1883. En 1883 meurt le comte de Chambord, que les royalistes s'appellent Henri V, mais qui n'a pas régné effectivement, qui est le petit-fils de Charles X, et désormais la branche de Bourgogne est éteinte dans les mâles. Donc, qui va être roi? C'est là la question qui va être posée. Alors, deux choses l'une, soit on admet, soit on n'admet pas la renonciation. Si on admet la renonciation, dans ce cas-là, on efface tous les Bourbons d'Espagne et on vient à la branche suivante qui est la branche des Orléans.
si on n'admet pas, si on considère que les renonciations sont nulles, eh bien on dit, dans ce cas-là, on prend les Bourbons d'Espagne, qui ont repris le nom de Bourbon-Anjou, et donc on reprend, on arrive. Alors donc sur les cas, nous avons deux prétendants à l'heure actuelle. Ni l'un ni l'autre n'aime le terme d'ailleurs, mais enfin c'est peut-être pour les raisons pratiques. Enfin, deux princes qui sont les chefs de branche, soit le duc d'Anjou, Louis, duc d'Anjou et de Bourbon, Louis XX, certains le connaissent peut-être comme ça, soit pour ceux qui reconnaissent et qui admettent les renonciations, Jean d'Orléans, qui pour les orléanistes serait Jean IV. Bon, alors je ne rentre pas plus en détail, je pense qu'il y aura peut-être des questions ou des remarques à ce sujet, mais donc ce qu'il faut dire quand même, c'est que ce fichu, pardonnez-moi l'expression, ce fichu traité d'Utrecht nous a introduit une querelle dynastique, alors que jusque-là, les lois fondamentales permettaient de ne pas avoir de querelle dynastique. Donc c'est quand même ennuyeux. Les traités hollandais, hein, d'Utrecht à Maastricht ne sont pas jamais très bons. Alors, reste une petite chose encore, je suis peut-être trop long, je ne sais pas, mais il y a quand même une chose qu'il faut que je dise, il y a eu une autre tentative de méconnaître les lois fondamentales sous Louis XIV, l'affaire dite des princes légitimés. Alors, en tout cas, c'est que Louis XIV a voulu habiliter à régner deux des enfants qu'il avait eus de Madame de Montespan. C'était assez choquant, puisque c'était des enfants nés d'un double adultère, puisque le roi était marié et Madame de Montespan était mariée. Malgré tout, Louis XIV l'a imposé, mais ça a été très mal reçu pour des raisons diverses, notamment par la noblesse, et en 1717, le régent fait prendre un texte sous le nom de Louis XV, puisque ce n'est jamais les régents qui signent, c'est le régent qui a fait le texte, mais c'est Louis XV qui, à l'époque, a une dizaine d'années, qui est censé l'avoir fait, et donc on annule ce droit de régner des princes légitimés, à défaut des princes légitimes, hein, ils ne pouvaient pas régner avant, mais il y a des fois les princes légitimes. Alors, je vous fais une remarque quand même, en 1717, Louis XV dit « Je suis dans une heureuse impuissance d'aliéner les droits de ma couronne », et donc c'est pour ça que c'est nul. Alors si en 1717 c'est nul, on se dit, est-ce que le traité d'Utrecht qui modifiait l'ordre de succession au détriment des Bourbons-Anjou ou des Bourbons d'Espagne en 1713 était valable, puisqu'en 1717 on ne pouvait pas. Je vous laisse y réfléchir. Alors, juste quelques mots de conclusion, n'est-ce pas? Alors tout d'abord, ces lois fondamentales, c'est un ensemble de règles, c'est bien une constitution. Elles ont eu l'utilité d'éviter les contestations dynastiques. Elles ont retrouvé un peu d'existence au moment de la Restauration, mais elles ne sont pas écrites dans la charte. À la différence de l'Assemblée constituante qui avait mis la succession dans la Constitution, là on dit la loi de succession et est-ce des Français, et donc la charte ne correspond qu'à d'autres choses. Elle correspond d'ailleurs un peu au désir des gens de la Déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire liberté publique et puis organisation des pouvoirs autres que celui du roi. Les lois fondamentales restent quand même la question, ont une application encore simplement pour déterminer qui serait le véritable le roi qui pourrait nous venir à l'heure actuelle, d'où une querelle dynastique entre les légitimistes blancs d'Espagne et les orléanistes ou fusionnistes blancs d'eux. Alors dans les deux cas, les noms sont des noms un peu de dérision, hein, que les uns se sont appliqués, blanc d'Espagne ou blanc d'eux. Sur les orléanistes qui ont appelé les partisans d'Anjou blanc d'Espagne, et c'est les légitimistes qui les ont appelés blancs d'eux à cause du château d'eux qui appartenait aux familles d'Orléans. Bon, on peut dire que là nous avons un ensemble institutionnel intéressant et qui ne demanderait qu'à revivre. Ceci est intéressant d'autant plus dans une république qui a l'air de subir un véritable effondrement institutionnel, avec un président dévalué dont la majorité souhaiterait le départ anticipé, une élection présidentielle inefficace, on l'a vu plusieurs fois, elle est confisquée par les médias et les forces occultes, et une chambre des députés qui s'avère totalement inapte et qui aboutit à un gouvernement qui est exactement contraire de ce que la majorité des Français souhaitent. Alors bien sûr, en face de cela, la royauté n'a guère de troupes, mais elle représente ce que j'appelle un joker politique. C'est-à-dire qu'on peut espérer quand même un jour le retour du roi, et c'est une carte qu'on pourrait jouer, que pourraient jouer les politiques, que pourraient jouer les militaires, que pourraient jouer c'est une carte politique. Le retour du roi, c'est un titre de Tolkien. Et je terminerai en donnant la
parole à un prince qui a parlé il y a quelques jours, qui est sorti un petit peu de sa réserve, à savoir Louis, duc d'Anjou, qui a constaté l'état piteux de la République, en disant d'ailleurs que, comme c'est des précédentes, il a dit qu'il était lui-même disposé à jouer un rôle politique si les Français le souhaitaient. Il a dit « à l'heure du choix, j'espère que l'héritage monarchique dont je suis le dépositaire soit encore suffisamment vif dans le cœur de nos compatriotes pour être une source d'inspiration et je le dis d'espérance. Français, n'oublions pas que c'est à l'ombre des lys que vos libertés se sont épanouies et que la France a connu son apogée. » Je vous remercie. Alors, je vous prie de m'excuser d'avoir parlé vite, c'est un de mes défauts, mais là c'était aussi une nécessité. Je crois que j'ai même débordé le temps de l'enregistrement, non non, j'étais bon, d'accord. Donc, je suis prêt à répondre aux questions et éventuellement aux objections. Hein, j'admettrai tout à fait qu'il y en ait. Oui, monsieur. Merci beaucoup pour la conférence. Je voulais juste savoir, du coup, selon les règles que vous avez données de dynastique, quel côté Orléans ou Bourbon, selon vous, aujourd'hui, coche le plus je dis, bon, personnellement, je vais pas porter un masque, c'est le mode les masques maintenant, mais bon, je suis personnellement légitimiste, j'ai longtemps participé à cela, même si ma formation initiale était l'Action française, qui elle était partisan des orléanistes ou des fusionnistes. Je vais d'ailleurs justement donner l'explication de cela, c'est parce que les partisans des Orléans ont pensé qu'au XIXe siècle, à la mort du comte de Chambord, désormais leur prince s'imposait, ils estimaient que la renonciation était valable, c'est leur opinion, que la renonciation était valable, et donc ils ont estimé qu'il devait y avoir fusion entre toutes les forces royalistes à ce moment-là, c'est pour ça qu'ils se disent fusionnistes. Alors le mot orléaniste a un côté plus péjoratif, au moins dans la bouche de la plupart des royalistes, parce qu'on pense aussi à la royauté quand même d'origine révolutionnaire de Louis-Philippe, et donc on pense à ça, c'est pour ça que fusionniste est plus gentil, dirais-je, mais c'est la même chose. Alors qui a raison? Je suis un juriste. En tant que juriste, je vous dis, je pense quand même que c'est les Anjou qui ont le droit pour eux. Maintenant, pourquoi? Parce que vous prenez de mal en mal, vous prenez le tableau généalogique, vous cherchez qui est l'aîné des descendants de Louis XIV, et vous tombez sur Louis. Hein. C'est tout simple. Avec le tableau généalogique, c'est le plus simple. Pour admettre la prétention Orléans, il faut considérer que la loi fondamentale d'indisponibilité a été remise en cause. Alors il y en a qui le disent, hein, et leur argumentation n'est pas méprisable, mais elle est à mon avis fausse. Leur principal argument, c'est de dire que c'est le droit international. Vous avez certains orléanistes qui vous disent, oui, du point de vue du droit français, c'est pas valable, mais c'est couvert par le droit international. Il y a un traité international qui dit que c'est les Orléans. Et d'ailleurs, les Bourbons d'Espagne ont eu la contrepartie, ils ont eu l'Espagne, etc. Donc, bon, je suis pas d'accord sur cette histoire de partage, d'abord parce que le grand dauphin, le duc de Bourgogne et Philippe V étaient bien héritiers de l'Espagne par Marie-Thérèse, donc ils n'avaient pas de raison de renoncer à la moitié de leur succession. Alors quant à dire que le droit international n'importe sur le droit français, c'est une opinion qui plaît beaucoup aux Européens, aux européistes à l'heure actuelle, mais elle n'est plus très populaire. Dire que le droit extérieur l'emporte sur le droit intérieur, et nous avons quand même un précédent, à savoir le fameux traité de Troyes de 1420, qui est un traité international que l'on a, hein, qui a été évidemment à l'époque signé par le roi de France, même et les gens qui le conseillaient. Il était fou, mais c'est la reine, les régents ont signé avec lui, et le roi d'Angleterre. Ce traité national a été totalement déchiré, méconnu, etc., parce que Charles VII est finalement devenu roi. C'est-à-dire qu'on a fait prévaloir la règle de dévolution traditionnelle contre un traité international. Vous voyez? Donc, bon, je pense qu'il y a cet argument, mais bon, les présidents de l'Orient ont des arguments. Alors, il y a une chose aussi dont je n'ai pas eu à parler, parce que j'avais pas le temps, et puis c'est qu'il y a eu quand même un grand estompage du droit des Bourbons d'Espagne ou Bourbons Anjou. Alors pourquoi est-ce que je dis Bourbons d'Espagne ou Bourbons Anjou? Parce que Anjou, ils l'ont repris, ils ont repris parce que c'est de Philippe d'Anjou. Il y a eu une interruption entre, mais ils pouvaient le reprendre. Étant les aînés, ils avaient le droit de prendre le prénom qu'ils voulaient. Donc il y a eu une interruption, pourrait-on dire, un estompage au XIXe siècle de leurs droits. C'est-à-dire que les Bourbons Anjou se sont défendus très mollement. Après la mort du comte de Chambord en 1883, on a quelques très vagues déclarations. Évidemment, de temps en temps, des fidèles vont les voir et leur disent « Vous êtes les héritiers de la couronne ?» Ils disent « Oui,
c'est une modalité de la couronne. Au-delà de ça, ils font pas grand-chose. Ça ne s'est réveillé que quand il y a eu un changement de branche, d'ailleurs dans la famille d'Anjou, et dans les années 1950. Et alors, ce qu'il y a, c'est qu'il restait une bombe à laquelle les partisans des Orléans ne s'attendaient pas, parce que effectivement la plupart des gens même ne connaissaient que les Orléans, parce qu'eux ils avaient tout un réseau mondain en particulier, hein. Beaucoup de gens de la noblesse, beaucoup de familles royalistes les suivaient, et les Orléans apparaissaient comme des prétendants évidents. Il y a une seule chose à laquelle ils n'ont pas pensé, notamment il y avait une bombe qui était les facultés de droit. Dans les facultés de droit, vous avez un certain nombre de juristes, pas tous royalistes d'ailleurs, qui ont fait des thèses là-dessus et qui ont expliqué que d'après les lois fondamentales, c'était bien les Anjou. Ce qui fait qu'en 1950, quand ils sont un peu réveillés, il y a eu aussitôt, les gens se sont dit, oui, mais c'est évident, effectivement, d'après les lois fondamentales. Je vous dis, je voudrais ne pas diviser. Je peux très bien comprendre qu'on soit, je suis légitimiste, mais je comprends qu'on puisse être orléaniste. Mais je dis, il faut être logique. Soit on est légitimiste parce qu'on dit, j'applique les règles telles qu'elles étaient, et on peut considérer aussi que la chute de la monarchie, après la chute de la monarchie, les lois ne peuvent pas changer. Elles ne changent pas sous la République. Hein. Donc on fixe les règles, on les gèle au départ de Charles X, mettons, en 1830, ou quelque chose comme ça. Et dans ce cas-là, ça tombe sur les Anjou, c'est sûr. Soit vous avez une autre solution, vous dites, non, nous sommes des modernes, donc on considère que cette loi d'indisponibilité, on peut peut-être revenir dessus, et que pour des raisons d'opportunité, on va prendre un autre. Je dis, oui, mais c'est très dangereux, parce qu'à partir de là, vous allez dire, pourquoi pas Bonaparte, après tout, c'est une autre loi, ou pourquoi pas n'importe qui. Donc, vous voyez, c'est ça le problème. Mais, j'allais dire, si on est orléaniste, si on est conséquent, on doit dire, les lois fondamentales, elles ont subi un changement. Ça, au moins, c'est une constatation. Hein. Soit on dit, les lois fondamentales sont restées telles qu'elles étaient, et dans ce cas-là, c'est les Anjou, soit les lois fondamentales ont subi un changement par l'exclusion de la branche espagnole. Alors, ils peuvent essayer de le soutenir. Ils peuvent dire, par exemple, que le principe des nationalités, qui est quand même d'origine révolutionnaire, mais que le principe des nationalités s'impose et que les Français accepteraient difficilement un roi dont la famille a été longtemps en Espagne. Mais bon, il y a eu aussi tous les pays d'Europe qui ont eu des souverains qui venaient d'ailleurs. Hein. L'Angleterre a encore maintenant les descendants de Guillaume le Conquérant comme roi. Vous avez vu quelqu'un lever la main? D'abord Éloi. Ah, je ne sais pas qui. Oui. Et qui sont les Bourbons-Parme? Alors Bourbon-Parme, c'est une branche des Bourbons d'Espagne. C'est une branche cadette. Et donc, alors, il y a quand même certains Bourbon-Parme qui ont des prétentions, pour ne pas citer Monseigneur Sixte de Bourbon-Parme, qui a des prétentions, mais il a aussi des prétentions en Espagne d'ailleurs, hein, j'allais dire, mais ces prétentions ne valent pas grand-chose, puisque Sixte de Bourbon-Parme, qui d'ailleurs n'a pas de descendant lui-même, donc ça ne posait pas un problème, et qui est un monsieur très âgé, mais Sixte de Bourbon-Parme est lui-même cadet dans sa branche, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il ne serait pas duc de Parme, puisque c'est Bourbon-Parme, ils ont été ducs de Parme au 18e, 19e siècle, et donc, alors, bien sûr, Sixte de Bourbon-Parme joue une chose, il dit, je suis le plus proche descendant de Charles X, parce qu'effectivement, il descend de la sœur du comte de Chambord, de Henri V, mais c'est le droit par les femmes, donc là, c'est bousculé quand même, et en plus, encore une fois, je vous dis, il n'est même pas l'aîné de sa branche. Voilà qui sont les Bourbons-Parme. Il y aurait beaucoup d'autres choses que je pourrais dire, hein, mais Il y avait David au point après notre monsieur. Oui, alors qui? Monsieur, oui. Merci pour votre conférence. Comment? J'avais juste une petite question. Est-ce que vous connaissez Jean Stigler et est-ce que vous avez regardé ses derniers travaux, ses derniers développements, notamment sur Henri V de la Croix? Alors, je ne connais pas l'auteur dont vous me parlez, on en parlera éventuellement ensemble, ça m'intéresse. Sinon, Henri V de la Croix, ce serait le monarque qui nous serait donné par la Providence, selon Marie-Julie Jaïni. Mais elle pensait sans doute à Henri V de son époque, et ce n'est pas je ne sais quel personnage qui a fait un semblant de sacre il y a quelque temps, etc. Mais voilà, moi j'y crois pas. Hein. Alors là-dessus, autant, je vous dis, la prétention Orléans n'est pas idiote, et elle peut je ne la partage pas, mais j'accepte de la discuter, autant là, c'est pas sérieux. C'est mon sentiment. Hein. Il y a monsieur. Oui, monsieur. Actuellement, dans l'histoire, quels sont les partis politiques, les mouvements politiques qui représentent la branche légitime? Alors, il n'y a pas de parti politique proprement dit. Bon, le parti, c'est quand même une notion très républicaine. Alors, il y a quand même des groupements. Et alors, il y a plusieurs groupements qui représentent... alors, il y a
un groupe, j'ai vérifié Mathieu parce qu'il en a quelques petits différents avec, mais Vive le Roi, qu'on trouve sur Internet, vous tapez Vive le Roi, ROY, et vous tombez dessus. J'ai fait des textes quand même, mais bon, tout n'est pas à prendre, mais bon, il y a quand même ça. Vous avez aussi l'Institut de la Maison de Bourbon, qui est une association assez importante et qui organise tous les ans des célébrations légitimistes, souvent avec la présence du prince. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ensuite pas mal de petits journaux, de petits groupes qui ont le défaut d'être locaux. Alors si, il y a une union des cercles légitimistes qui existe et qui essaye de les fédérer un petit peu. Donc vous avez quand même des groupements. Alors ils ont des groupements avec une petite presse, mais il y a une présence quand même. Et grâce à l'IMB, il y a quand même une permanence qui existe. Tous les ans, par exemple, il y a une messe pour Louis XVI à la chapelle expiatoire, et donc là il y a des centaines de personnes qui viennent quand même, et le prince duc d'Anjou vient à ce moment-là aussi. Pour rebondir sur votre question, pourquoi les légitimistes, tous ces mouvements-là, cercle légitimiste et compagnie Vive le Roi, sont farouchement anti-maurassiens? Alors, attention, oui, alors là, c'est maurassien. Mathieu essaye de me. Là, il y a une petite attaque. Bon, alors je suis comme la plupart des royalistes, je suis passé par Maurras, automatiquement. Oui. Je suis une famille qui était de droite et même très à droite, qui était maréchal de Voilà, qui était Algérie française, etc. Mais mes parents n'étaient pas royalistes. Mon père n'était pas du tout contre, d'ailleurs. Il faut dire, mais il disait que c'était pas actuel. C'était pas un problème qui se posait. C'est moi qui suis passé à ça, sous l'influence d'un de mes professeurs qui était maurassien, de mes lectures, etc. Et donc j'ai pensé que Maurras donnait un accès vraiment à l'idée monarchique. Et donc je pense, et puis quand on est maurassien, je veux dire, c'est un peu comme quand on est marxiste. Quand on est marqué par cette pensée, même si on s'éloigne sur certains points, c'est toujours une façon de penser. C'est une manière de raisonner très spéciale. Et donc je pense que je suis profondément maurassien. Bon, ça ne m'a pas empêché, réfléchissant, alors là c'est autre chose dans ma vie, mais je suis raconté ma vie par Mathieu, je suis devenu, j'ai fait du droit, et bon, dans les facultés de droit, c'est une doctrine chez les historiens du droit qui est commune, que c'est les aînés, donc c'est les Anjou. Les professeurs, même républicains, vous soutiennent ça. J'avais un collègue avec qui j'étais en relation de sympathie et qui était un peu socialisant, mais il m'a donné un jour des copies à corriger pour lui sur cette question, et ses élèves disaient le vrai roi c'est le duc d'Anjou. Ça passe, du point de vue de la faculté de droit, c'est une chose évidente. Donc, ça ne m'a pas empêché de rester maurassien pour autant, d'autant que Maurras, cette question-là, il ne l'a pas étudiée en détail. Maurras s'est prononcé pour les Orléans parce que c'est des princes qu'il avait sous la main à l'époque où il a lancé sa doctrine. C'est un peu à cause de ce dont je vous parlais qui est quand même ennuyeux, c'est-à-dire cette espèce d'estompage du droit des Anjou. Les Anjou, au fin du XIXe siècle, se souciaient assez peu, et donc, alors on a un texte de Maurras où il dit, oui, il y avait à Aix, quand j'étais jeune, des Blancs d'Espagne et des Blancs d'Italie. Les Blancs d'Italie, c'est le soutien des Parmes, d'ailleurs, parce qu'il y avait des soutiens des Parmes aussi à cette époque. Il y avait des Blancs mais il dit que c'était un goût de l'archaïsme. Maurras n'étudie pas la chose au fond, si vous voulez. Bon, moi, je pense qu'on peut être maurassien dans sa façon de raisonner, et on peut estimer que le vrai roi, ne serait-ce que parce que les circonstances ont quand même beaucoup changé depuis 1950, et que les princes d'Anjou ont fait un retour en force quand même dans l'actualité française, et on les voit. Et d'ailleurs, Louis a pu parler, là il a parlé sur CNews, et il y a tous les ans... Sur Courtoisie. Sur Courtoisie, pardon, oui, sur Courtoisie. Comment? C'est Louis XX. Oui, Louis XX. Alors, il faut savoir, il y a une question. Il est financier, et il travaille... Il est banquier, effectivement. Ouais. Ben oui, mais le problème, c'est que les rois, attention, quand on accède à la couronne, tous les biens claudins sont rattachés à la couronne. Donc ça prouverait, c'est une preuve d'authenticité en fait. En fait, les princes de la maison d'Anjou, alors eux, ils ont eu en plus la couronne d'Espagne, donc tous leurs biens ont été rattachés à la couronne d'Espagne. Mais ce qu'ils avaient en France, ça a été rattaché à la couronne de France. En revanche, les princes d'Orléans sont moins riches à cause de la dernière succession, malgré tout, ils sont encore très riches, et ça vient en partie de la couronne. Ça prouve qu'ils n'étaient pas rois, parce que ça n'a jamais été rattaché. Voyez, mais c'est pour ça. Alors le prince est banquier, bien sûr, mais s'il n'était pas banquier, il faudrait qu'il soit autre chose, mais le prince n'a pas les moyens de vivre de ses rentes. C'est assez malheureux. Alors on espère qu'il va y avoir des royalistes mécènes qui vont lui offrir des rentes, mais pour le moment, il n'y en a pas beaucoup. Noah avait une question, oui. Oui, au-delà de querelles dynastiques ou juridiques ou que sais-je, dire bon, la France est quand même dans un état assez compliqué. Et pourquoi
on devrait penser que ce Louis XX là, qui est banquier, marié à une vénézuélienne, son fils est né à New York, donc c'est un peu un homme monde quoi. Pourquoi lui, il serait auteur pour redresser la France? C'est pas tellement. Bon, je pense, j'ai eu l'honneur de rencontrer le prince Louis plusieurs fois et je pense que c'est quelqu'un de bien et qui, après tout, quand on a un Macron comme moyen de comparaison, ce ne sera pas difficile de faire mieux. Mais au-delà de ça, je pense quand même que, d'abord, je pense qu'il est, bon, il est banquier, mais c'est quand même une profession où on a quelques connaissances du monde contemporain, du monde où l'on vit. Donc, je pense qu'il est pas, je pense qu'il est a priori capable. Ensuite, le but d'un roi n'est pas d'être un président de la République bis, ou même, j'allais dire, même un Napoléon bis. Je sais que certains, je sais que j'ai des faiblesses pour Napoléon, mais Napoléon a eu à la fois une qualité et un défaut. C'est que Napoléon était, à mon avis, un personnage assez génial, mais il a le défaut d'être mort. Et donc, même si on pense que Napoléon était très bien, on ne va pas le retrouver. Donc, le roi n'est pas un génie nécessairement. Le roi n'a pas besoin d'être comme était Napoléon, qui était un touche-à-tout. On a besoin d'un roi qui soit capable de tenir le rang, de faire un minimum de choses, mais qui est plus un arbitre que il y a beaucoup de choses. La monarchie, c'est un système où il y a beaucoup d'auto-administration. Il y a une décentralisation qui est prévue, par exemple, et il y a beaucoup de choses où les sujets décident par eux-mêmes. Même sous l'Ancien Régime, même sous Louis XIV, par exemple, tout le droit privé, c'était ce qu'on appelait des coutumes, mais ces coutumes-là, c'était le droit populaire qui s'appliquait. Un droit d'origine populaire qui avait été codifié, etc. Bien sûr contrôlé, régulé, mais le roi est avant tout un régulateur, un arbitre, mais il n'est pas partout et à tous les jours. Donc, vous allez dire, pourquoi lui plutôt qu'un autre? C'est au moins un avantage. C'est que si vous avez un roi, déjà, tous les gens, tous les ambitieux, etc., ils sauront qu'ils n'ont jamais la première place. En Angleterre, personne ne peut prendre la place du roi Charles. Si vous êtes un Anglais, même génial, même plein d'idées, etc., vous pourrez peut-être devenir Premier ministre, mais vous ne serez jamais à sa place. Et quand le roi d'Angleterre, on raconte la reine qui n'aimait pas beaucoup Madame Thatcher, elle l'a fait tenir debout très longtemps à côté d'elle. Et bon, le Premier ministre tout puissant, il n'est rien devant le roi. Le roi est un personnage c'est-à-dire, vous réussissez à créer un point fixe dans le jeu politique. C'est ça qui est essentiel, ça qui est très important. Vous n'avez pas besoin d'un génie pour ça. Vous avez besoin de quelqu'un qui soit le régulateur et qui soit aussi quand même, je crois que pour les gens du peuple, je vais vous donner un exemple assez amusant. Il y a un livre d'un certain Pierre Gripari qui s'appelle Patrouille du compte. Et il y a quelques années, Gripari envisage qu'il faut rendre les comptes politiquement corrects. Alors, on trouve une équipe, une brigade de jeunes qui vont revoir les comptes. Alors, on vous dit, voilà, alors la fille du roi, ça sera remplacé, ce sera la fille du président de la République que va trouver le jeune homme qui est le jeune prince qui sauve la princesse, etc. Et tout le monde dit, bon, c'est ridicule, la fille du président de la République, parce que, bon, j'allais dire, il y a peut-être un certain romantisme de la monarchie, c'est vrai, mais je crois que les gens ont besoin de ça, les peuples ont besoin de rêver aussi. Et je crois que le roi fait rêver, le président ne fait pas rêver, si vous regardez M. Macron. Moi, je vois le contraste qu'il y a eu à peu près quand le roi de Charles a été couronné en Angleterre, on le voit avec le peuple, il est au milieu de la population et de gens très nombreux et enthousiastes. Le même jour, M. Macron était à Paris pour une cérémonie officielle à l'Arc de Triomphe. Et donc il y avait Macron avec des gendarmes et les militaires, et les gens étaient tenus à distance. Pas question il n'a pas cherché de bain de foule ce jour-là. Il y a une différence entre les deux. L'institution elle-même, ce que j'essaie de montrer, c'est que l'institution est une institution forte par elle-même. Les premiers rois de France, c'était les UKP et les compagnies, ils n'étaient pas géniaux, mais ils ont réussi parce que l'institution est bonne. Autre question, j'ai une question justement pour faire le lien avec la conférence de Léon Pierre du mois dernier. On entend beaucoup de contre-révolutionnaires qui se revendiquent pas royalistes, qui se revendiquent plus à des figures comme Franco, Salazar, Garcia Moreno ou Pétain, et qui disent que c'est le moyen le plus légitime et qui disent qu'il faut quand même prendre part aux élections, ce qui contredit un peu justement la vision royaliste. Pas nécessairement. Comment l'analysez-vous? Alors, d'une part, les élections, il peut y avoir des élections en royauté, ça pose pas de problème. On n'élit pas le roi, mais on élira et on peut élire les autres, c'est possible. Alors, donc ça, après, les systèmes électoraux, c'est toute une question très difficile, etc. Mais bon, le fait qu'il y ait des élections, ça peut exister en royauté, donc ce problème-là n'est pas à évacuer. Alors sinon, l'homme providentiel, oui, bien sûr, mais il faut qu'il soit vraiment providentiel, c'est ce que je vous ai
pour Napoléon. Bon, ben on a eu le maréchal, effectivement, au bon moment, etc. Bon, il y a aussi quand même certains de ces hommes providentiels qui ont travaillé avec des rois. Vous avez eu des gens, des ministres. D'ailleurs, avant Franco, en Espagne, il y avait eu, comment s'appelait-il, il y a eu un dictateur, Primo de Rivera, et qui d'ailleurs servait le roi, puisque quand le roi lui a demandé de partir, il est parti. Donc c'est possible. Et alors, en plus, le grand ennui de des solutions que vous me donnez, c'est que ces solutions n'ont qu'un temps. C'est-à-dire que ces gens-là sont peut-être très bien. On peut discuter, on ferait l'inventaire pour chacun, mais admettons qu'ils soient très bien. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après, il n'y a plus rien. Salazar, bon, malheureusement, il y a eu cet anneau qui n'a pas duré très longtemps, et ils n'ont pas réussi à transmettre. La royauté, c'est aussi un moyen de transmission. Et ça, c'est important. Et elle est très naturelle. Elle se fonde sur la famille. Alors le général Franco a effectivement réussi son affaire. Finalement, on peut dire que Juan Carlos a trahi sur certains points, etc. C'est possible. Malgré tout, la monarchie a survécu en Espagne, et je pense que la monarchie, c'est un avantage. Vous savez, la monarchie, elle a au moins un avantage que l'on ne pourra pas lui enlever, c'est qu'elle évite l'élection du président de la République. Et donc, vous voyez ce que ça donne chez nous, l'élection du président de la République, et voyez ce que ça donne ailleurs. Et on peut remarquer, d'ailleurs, l'élection au suffrage universel est terrible, parce que les gens restent divisés. Les gens ne se divisent pas seulement au moment de l'élection, après, ils reconnaissent difficilement l'élu. Alors, si vous regardez aussi les pays voisins, supposons, est-ce que vous croyez qu'il n'y aura jamais une République belge? Il n'y aura jamais de République belge. Il y a un roi en Belgique, mais s'il n'y a plus de roi en Belgique, il y aurait 2 républiques en Belgique, parce que les Flamands et les Wallons ne resteront jamais ensemble. C'est dans ce cas-là. En Espagne, pareil. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que certains européistes voudraient faire sauter les monarchies. La monarchie espagnole, la monarchie belge, même la monarchie britannique, parce que l'Angleterre, l'Écosse, etc., ils voudraient faire ça, avant de s'attaquer ensuite aux républiques, comme alors l'Allemagne, elle, naturellement, avec les Länder, est un pays décentralisé. L'Italie est très décentralisée, et son unité est récente. Reste un seul pays, et c'est grâce aux Capétiens, c'est la France, qui lui est un pays solide. Malgré tout, les autres voudraient le faire sauter, parce qu'ils veulent l'Europe des Länder. C'est un projet allemand, il y a un livre de Pierre Hillard là-dessus. Il y a un projet d'Europe des Länder et d'Europe des régions. Et donc, finalement, notre unité nationale est un héritage de la royauté. Bon, même sous la République, malgré tout, il faut reconnaître qu'il a été... Cette unité nationale, elle a été maintenue par tous les régimes, par la royauté, et même par la République et par l'Empire. Mais il y a certains européistes qui voudraient faire sauter ça et qu'on soit divisé. Mais pour donc, terminer, la monarchie est utile. Pour terminer, quand nous sommes passés sur Dio Courtoisie il y a quelques mois, vous disiez que pour venir à une royauté, il faut un régime intermédiaire, donc ce serait peut-être... Ah oui, c'est vrai que c'est difficile. Mais c'est difficile, mais ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, on brûle assez vite les vaisseaux. Hein. Donc Louis a fait une offre de candidature, il a dit qu'il serait à la disposition des Français, mais il faut un régime intermédiaire entre... Qui s'exprimerait comment dans ces cas-là? Ça sonne comment à mon avis, la solution Franco est la meilleure, parce que celui qui a obtenu le pouvoir, c'est la meilleure solution. Bon, alors dire que les Français vont tous se tourner vers le roi du jour au lendemain, ça c'est vraiment utopique, et avec les médias que nous avons, c'est à peu près impossible. Et puis, mais c'est là aussi où nous avons, nous, une responsabilité, c'est que nous avons été incapables de faire une force politique royaliste, ou même une force politique qui, sans être ouvertement royaliste, serait une force politique catholique et nationale, qui pourrait, le moment venu, dire, on vous le propose. La personne, parce que les groupements dont j'ai parlé tout à l'heure sont très petits, les groupements dont j'ai parlé, on a pu me poser une question sur les groupements qui soutiennent les princes d'Orléans, mais il y a l'action française est divisée en plusieurs morceaux, mais il y a une des actions françaises qui soutient les princes d'Orléans, mais elle ne représente pas plus. Alors ce sont des groupes royalistes qui sont petits. J'ajoute une chose aussi, au sujet des princes quand même, c'est que les royalistes sont très divisés entre eux et ont facilement des querelles, alors que les princes s'entendent très bien. Enfin, se rencontrent parfois et ont des relations très correctes entre eux. C'est ça qui est assez amusant. Et quelle différence vous faites entre royaliste, contre-révolutionnaire ou nationaliste? Alors c'est 3 choses différentes, mais qui ont des contacts. Bon, royaliste, c'est défendre la royauté, mais on est royaliste si on défend n'importe quelle royauté, que ce soit une royauté orléaniste, légitimiste, bon, simplement, le royalisme, c'est ça. La contre-révolution, c'est ce dont nous nous réclamons tous, c'est-à-dire, c'est quand même, alors c'est Dieu et le roi, mais c'est donc un État qui n'est pas nécessairement royal, mais qui l'est a priori, avec des institutions qui
combattent les institutions de la démocratie telles que nous les connaissons, et ils combattent les idées révolutionnaires, l'égalitarisme, le wokisme, la présence immigrée, des choses comme ça. Et puis vous me disiez la troisième chose, le nationalisme. Alors, le nationalisme, c'est quelque chose qui est à part. C'est une idée qui est certainement très ancienne, mais qui a vraiment été exprimée au XIXe siècle. Certains veulent la rattacher à la Révolution. C'est vrai que la Révolution défend la grande nation. Néanmoins, le nationalisme passe à droite à la fin du siècle, avec notamment Maurice Barrès. Maurice Barrès oppose les nationalistes aux cosmopolites. Et ça c'est tout à fait valable pour notre époque. Hein. Depuis lors, alors, certains vous disent, certains même de mes amis légitimistes sont un peu pénibles là-dessus, en disant, ah ben oui, mais donc dès qu'on est royaliste, on n'a pas besoin d'être nationaliste, c'est une idée révolutionnaire qu'on prend. Attention, on n'est plus avant 1789. Donc, le nationalisme, c'est comme la peau. Vous savez qu'un être qui n'a pas de peau, eh ben, il sera attaqué par tous les microbes. Bon, le nationalisme, c'est notre peau pour nous défendre en face des voisins. Et donc, on a besoin de ça. Et je pense que si vous regardez l'œuvre des premiers Capétiens, quand ils ont rattaché les territoires divers, les grands comtés, la Champagne, la Bourgogne, la Normandie, la Provence, n'importe quoi, eh ben, ils ont fait du nationalisme, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, ils ont fait du nationalisme sans le savoir, ils ont créé une nation. Et donc, c'est le cas de plusieurs souverainetés d'ailleurs, hein. On peut en prendre d'autres en Europe. Vous avez le cas des tsars de Russie, qui sont les rassembleurs de la terre russe, depuis la Rousse de Kiev, car Kiev c'est dans la Russie des débuts. Vous savez également la même chose avec les... Alors ça n'a pas réussi finalement, mais ça a été quand même une grande tentative. Les Habsbourg, dynastie très rivale des Capétiens, mais une grande dynastie, les Habsbourg avaient réussi à rassembler l'Autriche, la Hongrie, mais tout un tas de territoires, qui d'ailleurs se sont très, très mal portés d'avoir été séparés les uns des autres, parce que à partir du moment où l'Empire d'Autriche-Hongrie n'existe plus, c'est devenu un boulevard pour les Allemands et pour les Russes. Ils ont été envahis par les deux, alors que quand l'Empire d'Autriche existait, il protégeait tous ces peuples. Et donc, je pense qu'un nationalisme... Alors, il ne faut pas un nationalisme étroit. Dans le cas d'ailleurs des Habsbourg, ils n'avaient pas un nationalisme étroit, mais ils avaient au moins l'idée d'empire commune. La Russie ou la France, il y a un nationalisme véritable, c'est-à-dire qu'il y a une nation qui est faite autour d'un pilier qui est la dynastie. Et je crois que le nationalisme et la monarchie, ça va assez bien ensemble. Il y a des pays qui peuvent avoir un nationalisme sans monarchie, mais c'est plus difficile et plus difficile à maintenir. Est-ce qu'on peut dire que les États-Unis sont nationalistes? Oui et non, ils ont effectivement, mais bon, les Suisses réussissent à être nationalistes sans avoir de monarchie, effectivement, c'est un cas spécial. Voilà, merci professeur.